des enfants influenceurs avec cette question un petit peu directe. Après, on va rentrer dans les détails. Doit-on les interdire? Pour donner un peu le contexte sur tout ça, quand on parle d'enfants influenceurs, il y a plusieurs choses. Il y a des chaînes YouTube qui sont incarnées complètement et à 100% par des enfants et parfois qui sont derrière ça gérés par les parents. On a d'autres comptes où c'est davantage des réseaux sociaux de famille, disons, où il y a du coup toute une famille qui va se mettre en scène sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de questions qui sont posées, notamment des changements au niveau de la loi ces derniers jours, hein, notamment avec une loi qui a été adoptée, qu'on va pouvoir comprendre ensemble. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Quels sont les droits des enfants dans ce genre de situation? Quelles sont aussi les limites potentielles à ne pas dépasser? On va en parler du coup ensemble ce soir. Et n'hésitez pas, comme sur le premier sujet, à aller poser vos questions directement dans le chat ou à réagir. Il y aura des sondages aussi qui vont être présents dans le chat pour pouvoir en discuter ensemble sur les 40 prochaines minutes avant de ensuite recevoir Joyka tout à l'heure. Voilà pour la présentation très très générale sur le sujet. Je vais maintenant passer à votre présentation. Merci d'abord à tous d'être présents ici ce soir. Justine, pour te présenter. Bonjour Justine Attan, tu es directrice générale de l'association e-enfance qui vise à protéger les enfants sur Internet. J'en profite d'ailleurs pour à redonner le numéro à contacter si on est témoin ou victime de violences en ligne ou de cyberharcèlement. C'est le 3018. On a eu l'occasion de le relayer pas mal de fois dans les actus du jour, mais on le remet aussi ici. Voilà le compte Twitter aussi de l'asso e-enfance. Merci en tout cas pour ta présence ce soir pour aborder ce sujet-là. Avec moi aussi ce soir, Rebecca, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Première Merci sur pour Twitch l'invitation. pour toi Ah ouais, grande première, ouais. Très bien, écoute, bienvenue. Tu es plus connue sous le nom Journal d'une maman. Enfin, c'est pas ton nom, mais c'est le nom de ta chaîne et de tes réseaux sur YouTube et sur Instagram. Tu es ce qu'on appelle une créatrice de contenu, une influenceuse, bref, on se fout du terme. On peut te suivre en ligne, on voit que ça s'affiche actuellement à l'écran. Et en l'occurrence, on peut suivre ta vie et la vie de ta famille aussi sur YouTube. C'est quelque chose que tu fais à temps plein aujourd'hui? Ça depuis longtemps. Très bien. Depuis très longtemps. Parce que j'ai commencé, ma fille a 7 ans aujourd'hui, ma grande. Ouais. J'ai commencé, elle avait 3 mois. Très bien, tu peux te rapprocher du micro, oui, on me dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça fait quelques années, on va pouvoir parler de tout ça, de l'impact que ça a pu avoir pour toi et des questions aussi que ça peut poser. Et enfin, Thomas Romer, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon, effectivement, merci pour ta présence. Tu es président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Tu animes notamment un podcast qui s'appelle Les petites causeries du numérique, où tu traites justement des questions du numérique et de la jeunesse. N'hésitez pas à le voir directement sur toutes les applis de podcast si vous voulez découvrir tout ça. Ton travail à toi, c'est d'informer au maximum sur les pratiques numériques au sens large, et tu animes par ailleurs des conférences en plus de ce podcast sur ce sujet-là. Je parle souvent d'ailleurs dans tes contenus de l'exemple de Swan et Néo, qui sont parmi sûrement les enfants influenceurs les plus connus, qu'on a vu grandir d'ailleurs au fil des années, et qui soulèvent selon toi pas mal de questions sur les risques associés à ces enfants influenceurs et tout ce que ça peut entraîner. Voilà pour la présentation du plateau. On va pouvoir commencer tout de suite avec la discussion. C'est forcément un sujet qui risque de faire beaucoup réagir et beaucoup de débats. D'abord, je me tourne vers toi, Rebecca, pour comprendre un petit peu le contexte. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à être, pas enfant influenceur, mais influenceuse avec ta famille que tu mets en avant dans tes contenus? Comment ça s'est fait au départ et pourquoi tout ça? Je me suis retrouvée mère au foyer, en fait. Et je m'ennuyais. Moi, je suis de cette génération qui a grandi avec Internet, les réseaux sociaux. Je crois que je suis née à la fin des années 80, donc vraiment, ça fait partie de mon ADN. Et ça faisait un moment que j'avais en tête cette espèce de journal vidéo, parce que j'ai commencé sur YouTube, je faisais du daily vlog, en fait. Donc filmer sa vie au quotidien. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai partagé, parce que je m'ennuyais, je venais d'arriver sur Boulogne, donc je connaissais personne. Mes copines, elles n'étaient pas du tout mamans, elles commençaient leur carrière. Et j'ai décidé de faire des vidéos comme faisait mon grand-père, en fait. Parce que je me suis pas dit, oh là là, je vais devenir influenceur, ça n'existait pas. Déjà, ils m'ont envoyé ça aux États-Unis, mais en France, ça n'existait pas. Et on a été 3-4 mamans à commencer quasiment en même temps sur les réseaux, et on était copines à l'époque, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Je me suis pas dit, je vais mettre mes enfants en avant ou quoi que ce soit, quoi. Ça s'est fait progressivement, et aujourd'hui, pour bien comprendre, c'est ton activité du coup à temps plein, donc on vit aussi via, j'imagine, des partenariats ou ce genre de choses que tu peux faire sur les réseaux. Ouais. Pour du coup comprendre aussi avec vous, quand est-ce que vous avez vu émerger ces influenceurs, ces enfants influenceurs? Est-ce que c'est quelque chose de récent, qui s'est accentué au fil du temps? Comment est-ce que tu vois cette question de ton côté? C'est un phénomène qui existe depuis longtemps, qui vient des États-Unis, qui est né notamment par le phénomène de l'unboxing, et puis qui a continué à se développer par la suite en France, et qui a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur à partir de 2019-2020.
Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé un petit peu de se mobiliser. Se mobiliser, pourquoi du coup, justement? En fait, on a constaté que ce phénomène prenait, comme je viens de le dire, une ampleur considérable, mais aussi que le rythme des vidéos s'accélérait sur certaines chaînes, que certains enfants faisaient jusqu'à 35, 37 vidéos par mois, avec toutes les questions que ça posait par rapport au fait que, en tant qu'enfant, on a aussi besoin d'avoir d'autres activités, de faire autre chose. Et on a commencé, du coup, à travailler avec des avocats pour voir ce qu'il était possible de faire. Et je me pose la même question pour toi, Justine. Quand est-ce que vous avez commencé à observer ce genre de questions et tout ça? Ça fait un moment, effectivement, un peu plus longtemps, peut-être 5-6 ans, mais c'était surtout, je trouve, en France, plus les chaînes qui ressemblent d'ailleurs un peu à celles-là de famille, en fait, qui se mettaient en scène avec des enfants. Et c'est vrai que la tradition américaine de mettre plus les enfants directement en avant, c'était moins présente culturellement en France. On a un rapport à l'éducation, on va peut-être moins oser faire ça. En revanche, ça va être beaucoup plus des chaînes familiales, donc qui ne sont pas faciles non plus à pister, parce qu'en fait, ce n'est pas des chaînes d'enfants, c'est des chaînes d'adultes, puisque ce sont les parents, dans lesquelles les enfants vont être beaucoup mis en scène et mis en avant. Et c'est là où ça pose un peu question, mais ça passe un peu sous les radars. C'est toute la difficulté de les repérer. Et justement, pourquoi est-ce que ça pose question selon toi? Quels sont les risques? On va rentrer après dans le concret et voir aussi toi comment est-ce que tu vois cette question-là. Quels sont les risques que tu observes sur ce genre de pratique? Il y en a beaucoup, en fait, des risques de différentes natures, hein, évidemment. Il y a l'idée d'abord de mettre l'enfant dans un système de contrainte à l'âge où il n'est pas censé être sur cette logique-là. Enfin, il peut en avoir sur d'autres aspects éducatifs ou scolaires, mais c'est vrai que là, rajouter dans des temps qui ne sont pas justement ces temps-là d'obéir à des ordres, à des consignes en tout cas, de devoir être dans la répétition, d'être dans l'artifice, etc., ça dénature un peu à ce moment-là. Ça les enferme beaucoup dans leur propre image, c'est-à-dire qu'en grandissant, ils vont d'abord grandir en se préoccupant de leur propre image. Donc, plus grandir dans l'idée du paraître que de l'être. Et ça, c'est quand même un vrai sujet quand on se construit. Et puis, on l'a vu, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre Internet pour le savoir. On a quand même vu d'autres enfants qui ont pu être exposés dans d'autres métiers, acteurs, comédiens, chanteurs, etc. Et c'est vrai qu'on a quand même des parcours qui parfois sont compliqués, parce qu'à l'âge de l'adolescence, puis à l'âge de jeune adulte, ça fait quand même des êtres qui, contrairement à ce que les parents peuvent croire, en toute bienveillance, ne vont pas être renforcés. Ça rend forcément, ça rend assez dépendant du regard des autres, ça rend assez dépendant de sa propre image, et c'est vrai que ça peut fragiliser au contraire beaucoup, et effectivement avoir des impacts sur la santé mentale, sur effectivement l'état psychologique de ces enfants et ces adultes plus tard. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément de recul suffisant aujourd'hui pour avoir déjà des enfants influenceurs qui sont impactés par ça, mais il faut avoir quand même ce souci-là, parce qu'encore une fois, on l'a déjà vu dans d'autres métiers qu'on peut faire des enfants, ça peut vraiment les fragiliser, donc il faut simplement sensibiliser les parents là-dessus. Je rebondis juste là-dessus, parce qu'on parle des enfants influenceurs, mais en fait c'est valable pour la globalité des enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants d'influenceurs qui sont sur Internet, clairement. Absolument. Je ne suis pas hyper d'accord avec ce que vous dites. Ça tombe bien. Sinon, l'émission était ratée, en fait. Non, parce que autant je pense que ça peut se prêter sur les vidéos scénarisées, autant moi, les autres familles que je côtoie qui font le même métier que moi, où on fait du vlog famille, il n'y a rien de scénarisé. Pour moi, c'est impossible de donner des contraintes à mes enfants et de demander à ma petite de 7 ans qui a un sacré caractère, parce c'est une enfant différente, elle a un HPI+++ et un TDAH avec impulsivité. Si je lui donne des contraintes, vous pouvez être sûr que je n'obtiens rien et ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, quand j'ai commencé, je voulais partager le quotidien réel des jeunes mamans, parce que je suis arrivée en tant que jeune maman, je ne savais rien. En fait, c'était complètement tabou en France quand on devenait parent, grosse découverte, quoi. Non mais c'est super, parce qu'en fait c'est votre démarche, c'est ma démarche à moi de mère, de vouloir raconter ce que c'était que de devenir mère. Après, bien sûr, et de voir les enfants. Après, les enfants, ils sont quand même conscients du fait que malgré tout aujourd'hui ils passent sur cette chaîne. En tout cas, ils ont que 7 ans. Alors peut-être que tu le verras. Non. Donne un peu de contexte à tes enfants. Quel âge aujourd'hui? J'en ai une de 7 ans, une de 2 ans. Pour ma grande, qui est quand même, qui connaît YouTube, elle a si à un moment donné j'avais senti qu'il y aurait eu, qu'elle avait un souci identitaire par rapport à ça, il y en a pas. Pourquoi? Parce que moi je vais pas, déjà un vlog dans une journée, ça représente 15 minutes de ta journée, sachant que moi elle est à l'école la majorité du temps. Voilà, même quand elle était plus petite, en fait,
c'est pas plus que quand j'allais passer le week-end chez mes grands-parents et mon grand-père qui était de la télé passait sa journée avec sa caméra, si tu veux. Il n'y a pas de différence, tu vois, dans ma démarche à moi, en tout cas. Non, mais la question, c'est pas la démarche. C'est pour ça que j'ai commencé à dire avec bienveillance. Les parents, en fait, je pense que le cas dramatique du parent qui exploite l'enfant et qui le fait faire des trucs horribles et qui garde de l'argent sur son dos, bon, ça, c'est les caricatures et ce pourquoi, d'ailleurs, on fait des lois pour ces cas extrêmes. Mais dans l'absolu, heureusement que c'est pas la majorité. C'est pour ça qu'il y a juste un peu de sensibilisation à faire pour la dérive éventuelle si on ne fait pas attention à comment on le fait. Thomas, juste sur ce sujet-là, juste pour que tu aies la parole sur ce sujet, la question de la contrainte notamment, comment est-ce que tu l'observes ? La contrainte, elle est aussi dans l'après. C'est-à-dire que quand on est filmé petit, voilà, ces enfants... Alors, en effet, le cas de Rebecca, il est un petit peu différent par rapport aux chaînes que nous, on ciblait dans nos actions. En effet, là, c'était des enfants un peu intermittents du spectacle et ça ne disait pas son nom. Mais dans le cas de Rebecca, en effet, c'est du vlogging familial. Le cas est un petit peu différent, mais il questionne quand même, me semble-t-il, sur un autre point qui n'a pas été évoqué pour l'instant, qui est l'après, quand ils vont grandir. On sait aujourd'hui que l'image des enfants qui est inscrite, et d'ailleurs de tous sur les réseaux, elle disparaît rarement. Et c'est très difficile de la faire disparaître. Et avec pas mal d'experts, on se questionne sur l'impact plus tard psychologique que ça peut avoir au moment où ils vont grandir, au moment où ils vont vouloir se socialiser. Est-ce que c'est très plaisant de se dire tiens, je vais voir ressurgir quand j'ai 15 ans, que je cherche un petit copain, une petite copine, de voir ressurgir des images un peu gênantes, embarrassantes. Rebecca, est-ce que toi, pour réagir là-dessus, vas-y. C'est le rôle des parents, justement. Bien sûr. Tu t'as rapproché un poil du micro, désolé, Cassandra. Je vais le mettre là, ce sera très bien. Si tu veux, c'est mon rôle en tant que parent, que je sois influenceur ou pas, de savoir quelle image je vais diffuser de mon enfant. Et la vraie problématique qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que tu aies un enfant, que tu sois dans l'influence avec des enfants ou pas, c'est l'éducation de l'enfant sur les réseaux sociaux. Sûr. Parce que moi, j'ai plus peur de la copine de ma fille qui a une maman qui est complètement paumée, qui n'y connaît rien et qui la laisse faire ce qu'elle veut, et sur des dérives qui peuvent être très graves après, justement, de ce qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux, que ma fille, à qui j'ai appris, tu vois, je lui explique ce que je fais, quel est mon travail, comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et je pense que la vraie difficulté, elle est là aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants à se servir de ça. Quand nous, on a commencé avec Internet, on avait MSN, Wiz, Caramel, et pareil, il y avait des dérives. Là, il y a un site qui est sorti avec des grosses dérives, mais nous, moi, quand j'étais au lycée, il y avait de chatroulette, quoi. C'est pas nouveau, Omegle, en fait. Ouais, Thomas ? Non, bien sûr, mais si tu veux, je pense qu'aujourd'hui... Alors, je pense que ton cas est un petit peu à part. Je suis allé voir ce que tu faisais, je t'avoue, je ne connaissais pas. Et en effet, tout est hyper soigné, hyper alléché, les images sont très jolies, tes enfants sont bien mis en valeur, et on ne peut pas dire qu'il y ait, me semble-t-il, une exploitation quelconque ou une volonté de ta part de faire ça. Pas du tout. Mais... il y a quand même pas mal de chaînes. Il y a des dérives. Aujourd'hui, on reçoit pas mal d'appels d'internautes qui sont choqués, par exemple, sur certains comptes qui sont sur Instagram, où, par exemple, il y a des parents qui filment leurs enfants tout nus. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont quand même assez questionnantes. Alors, évidemment, le problème de l'intervention juridique, c'est que c'est un cas général et qu'on ne tient pas compte des particularités. Et dans ton cas, je pense que, enfin voilà, une fois encore... Après, tu sais, je suis vraiment, moi, dans la défense de ces enfants-là. Moi, mes filles, je les protège, je surveille leur image, je sais ce que je diffuse. Je veux absolument pas qu'elles puissent se sentir humiliées ou quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que je vais pas forcément faire des gros bad buzz, et ça m'intéresse pas du tout, parce que je suis là pour partager ma vie de maman, pas la vie de mes enfants. Bien sûr. Ma vie de maman. Après, si tu décides que ton enfant, c'est ton réseau, là, il y a une problématique, et la problématique, elle est sur le parent plus que sur l'enfant, parce que ton rôle de parent, c'est de protéger tes enfants. Et c'est pour ça qu'il y a des législations maintenant, et je trouve ça très bien. Et sur la question de la contrainte, pour bien comprendre, il y a aussi le fait que là, typiquement, si tu as un enfant qui a 2 ans et qui grandit dans un cadre où, de fait, depuis l'enfance, elle est filmée, comment est-ce que tu peux justement intégrer, selon toi, cette question de la contrainte ou du consentement de l'enfant là-dessus, à partir du moment où ça commence dès le plus jeune âge? Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être te faire rigoler, ou tu vas peut-être pas me croire, mais il y a des parents autour de moi qui sont pas influenceurs, qui filment et qui photographient beaucoup plus leurs enfants au quotidien que je ne le fais. En fait, mais qui diffusent peut-être pas une audience aussi importante. En fait, ils vont le diffuser, mais est-ce que c'est la quantité qui va primer sur la qualité? En fait,
est-ce qu'il y a une vraie différence finalement, la question, c'est la même. À 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, elles retrouveront les photos sur Facebook d'elles avec les couettes comme ça et le yaourt autour de la bouche que leurs parents auront mis sur Internet. Et ce sera exactement la même problématique. Là, en fait, en France, on a eu beaucoup de débats dans les médias autour des familles. On nous a un peu diabolisés en disant « Ah, c'est mal, c'est mal ». Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de mamans. Je le dis en tout, tu vois, tranquillement, mais... Enfin, pas pour me mettre en avant, mais là, j'ai encore une maman qui m'a envoyé un message à propos justement d'un dépistage HPI d'un de ses enfants qui sont hyper soulagés parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi son enfant était comme ça et ce qu'il fallait faire. Tu vois, c'est plus ça qui est important pour moi. Après, sur Rachel, qui a 2 ans, bah, je la filme pas plus que, encore une fois, mon grand-père faisait. Après, mon grand-père, il avait vraiment tout le temps sa caméra à la main. Donc, c'est peut-être aussi ancré, moi, dans les habitudes que j'ai eues enfant. Et ça m'a jamais... Il y a des cas un peu différents aussi, parce qu'il y a quand même une idée de parents qui vont... Enfin, ce qui est ton cas, mais encore une fois, ta chaîne, elle est sur toi d'abord, donc c'est un peu différent. Mais qui, quand même, déjà, gagnent leur vie grâce à ça. Alors, grâce avec des guillemets, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la contrainte, elle va être liée à ça aussi. C'est que finalement, si filmer l'enfant et le publier surtout, et le moyen de rémunération et de faire vivre la famille, forcément, ça installe l'enfant dans quelque chose qui devient un objet qui sert à rapporter de l'argent au foyer. Et donc là, ça commence à être un peu particulier. Et c'est quand même ça aussi que le cadre juridique est censé encadrer. Et puis surtout, c'est que l'intérêt, c'est quand même de faire réfléchir les gens. C'est-à-dire que toi, manifestement, tu t'es mis naturellement à une forme de cadre. C'est-à-dire que tu réfléchis à ce que tu fais, tu sais à peu près où tu iras, peut-être pas, etc. Et parfois, il y a effectivement des chaînes qui sont créées, les parents, ils n'ont pas réfléchi avant. Alors, ils y vont, puis ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Oui, de plus en plus, on ne s'arrête pas. L'idée, quand même, c'est, avant de le faire, ou tout en le faisant, d'avoir des repères. Et c'est ça aussi où le cadre juridique, parce que la loi, elle n'a pas vocation à s'appliquer au sens de punir. Hein. C'est vraiment l'ultime recours, et c'est dramatique quand on en arrive là. Donc, c'est plutôt de dire aux gens, il y a un cadre qu'il faut que vous ayez en tête, et que vous fassiez des petites limites, quand même, de vous dire, je ne vais pas le faire à tel moment, pas autant, alors, sur la répétition, sur le rythme, etc. Et ça doit être structurant. La loi, elle est faite pour structurer, plutôt pour aider les gens à se mettre eux-mêmes des limites et donc à se dire mon enfant, voilà, je vais pas aller plus que ça. Et ça me paraît important quand même de le penser. Toi, encore une fois, t'es vraiment pas le bon exemple. Il y a juste là-dessus, sur le sujet, il y a une réaction de coach quelqu'un dans le chat qui dit oui, mais est-ce que ton grand-père diffusait les images à la télévision ou est-ce que ça restait dans le cadre privé ? Est-ce que c'est pas là aussi une distinction entre le grand-père ou le cadre de la famille qui filme et qui poste éventuellement peut-être sur son groupe Facebook avec ses 20 amis et une diffusion publique à un public potentiellement plus large aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de membres de la famille qui voyaient les vidéos que... C'est une très grande famille. C'est quand même une grande famille, bon, il n'y en avait pas autant. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas... Enfin, tu vois, quand ton enfant, il voit la vidéo, il ne voit pas le nombre de personnes qui regardent. Il n'en est pas forcément conscient. Et même aujourd'hui, moi, tu me dis, je sais pas, il y a 40 000 vues, je n'arrive pas à quantifier ce que ça fait 40 000 personnes. Est-ce que c'est vraiment 40 000 personnes ? Est-ce que c'est une personne qui a regardé plusieurs fois ? Tu vois, en fait, c'est pas... moi, personnellement, je ne fais pas vraiment la différence dans le sens où je n'utilise pas mes enfants pour gagner ma vie. Clairement, ça n'a jamais été mon but et ça ne le sera jamais. Aujourd'hui, justement, il y a une réglementation. Les filles, quand des marques nous approchent pour que les filles créent des contenus, elles sont représentées par une agence de mannequins. Il y a une mise à disposition, il y a une rémunération que je ne peux pas toucher parce que du coup, je suis très contente parce qu'avant, moi, j'étais obligée de faire des virements, tu vois, sur leur livret A ou sur leur compte. Et ben maintenant, c'est tout, c'est réglé, c'est carré. Parce que du coup, là-dessus, après, je te donnerai la parole, Thomas, mais pour comprendre, aujourd'hui, s'il y a un partenariat qui est fait avec un contenu où il y a justement tes enfants qui sont présents, comment ça se passe ? La marque te paye, après, comment ça se passe ? Comment est-ce que... Non, la marque, elle paye. Enfin, après, si elle va payer mon travail, j'ai un contrat pour moi, j'ai un contrat pour mes enfants. Donc mes enfants, si tu veux, elles sont payées sur un compte qui est fermé et qui sera ouvert qu'à leurs 18 ans. C'est la Caisse des dépôts, si je ne dis pas de bêtises, parce que à chaque fois j'oublie. Et du coup, tu vois, elles ont leur fiche de paye qui arrive et moi, cet argent, je ne le toucherai jamais. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. C'est pour elles et je suis très contente qu'elles puissent avoir ça. Tu vois, au même titre que quand j'avais 7 ans, ma mère m'a fait faire une publicité pour une banque suisse. Tu vois. Exactement pareil. Thomas, sur ce sujet, donc première question, la question du consentement dont on a parlé là pendant quelques minutes et aussi la question du cadre juridique et de comment ça se passe aujourd'hui. Le consentement, c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui reste assez flou et qui repose un peu sur le choix aussi des parents. Donc là, je rejoins ce qu'a dit Justine. En fait, l'idée, c'est aussi, à travers la loi, de pouvoir faire parler du sujet, sensibiliser les adultes, les parents, et faire en sorte qu'ils soient un peu plus attentifs, parce que on a aussi assisté à pas mal de débordements quand même. On a tous vu circuler des vidéos de pranks un peu partout, etc., où les enfants étaient un peu otages. Et... Tu vois, c'est une culture qui est bien très sûr. française. Non, on est d'accord, mais on a vu quand même
voilà, passer pas mal de petites choses. Oui, bien sûr, c'est pas très français. Il ne faut pas se voiler la Mais face, il y a à des l'heure dérives avec les enfants. à l'heure de la viralité, tous ces phénomènes, on sait, s'entrecroisent, s'entremêlent et peuvent se développer. Et puis, je pense aussi enfin voilà, tes enfants, ils vont, je suppose, à l'école. Et on n'est pas à l'abri, tôt ou tard, que le fait que tes enfants sont un peu exposés, une vie médiatique, etc., que ça suscite des jalousies. Tu vois, par exemple. Alors moi, je suis allée à l'école justement de ma fille. Elle est dans une école privée. Celle qui a 7 ans, du coup. Celle qui a 7 ans. 2 ans, 7 encore. C'est ça, oui. Donc, elle est dans une école privée. Et, parce que dans le public, ça s'était très mal passé. Pas par rapport au regard des enfants, mais par rapport au regard des adultes. Quand je suis arrivée, que je l'ai inscrite en maternelle, et j'ai voulu voir la directrice en disant, écoutez, je vais quand même vous parler un peu de mon métier, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, pour le coup, c'est moi qui... Et en fait, j'aurais jamais dû dire ce que je faisais parce que du coup, elle a été pas opprimée par les enfants, mais par les adultes. On a dû la sortir, tu vois, en milieu d'année scolaire pour qu'elle puisse s'épanouir dans une école où on n'allait pas juger le métier de sa mère. Donc c'est elle qui a dû changer de classe ou même d'école. Nous, on l'a changé. C'était assez terrible. Et en fait, c'était le jugement des adultes et non pas des enfants. Alors, les deux peuvent se passer. Voilà, c'est ça. Et là, à contrario, dans son école où elle est aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir justement auprès des enfants pour parler des réseaux sociaux, de ce qu'on pouvait diffuser, de ce qu'on ne pouvait pas diffuser, et de faire attention à la réalité des faits et des choses. Et c'est sur une classe de CE1 qui avait énormément de questions. Et justement, ce qui est assez rigolo ou pas, c'est que les enfants vont pouvoir me raconter des choses à moi qui connaissent pas forcément, mais qui voient comme tu vois, une youtubeuse. Et pour eux, c'est un truc extraordinaire en fait de faire des vidéos sur Internet. Contrairement peut-être à la génération de leurs parents où on est un peu genre on sait pas trop. Les enfants, ils sont hyper contents de pouvoir discuter avec un créateur de vidéos. Et qui m'ont raconté des choses sur lesquelles ils sont tombés. C'est là où tu te rends compte que le vrai souci qu'on a aujourd'hui avec les enfants en règle générale, c'est l'éducation sur les réseaux sociaux. C'est les choses à faire et les choses à ne pas faire. Thomas, là-dessus, sur la question c'est du juridique, parce qu'on n'a pas répondu là-dessus. Que dit la loi aujourd'hui si il y a un enfant influenceur, donc quelqu'un qui est comme ça sur une chaîne YouTube et qui est payé pour des choses, comment ça se passe? Que dit la loi aujourd'hui là-dessus? Pour l'instant, la loi, dans son décret d'application, elle est partielle. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui est sorti récemment et qui dit clairement que, en fait, le législateur a cherché, et on a un peu accompagné, nous, le législateur là-dessus, et on a plutôt été entendu et on était content parce qu'on aurait pu aussi basculer dans l'interdiction, comme tu le disais dans le titre de ton émission, et c'était pas le but. Mais on avait la chance en France d'avoir un dispositif assez protecteur pour les enfants au niveau des enfants intermittents du spectacle. Et ces enfants étaient... en fin de compte, déjà très bien protégés, avec l'argent qui est bloqué, des horaires de travail aménagés, etc., une visite médicale. Et on a simplement cherché à raccrocher les wagons avec l'existant en disant, aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, c'est un peu une activité artistique comme une autre, et à vouloir mettre un cadre protecteur pour ces enfants. Parce que tu évoquais le nom d'une chaîne que je ne citerai pas. Pourquoi d'ailleurs? Pour pas lui donner de visibilité Non, c'est pas lui donner de visibilité, c'est que j'ai eu des échanges par médias interposés avec cette maman qui étaient parfois compliqués, où elle m'envoyait des scuds, où elle a même fait tourner l'un de ses fils pour faire une vidéo un peu contre-charge. Et en fait, l'idée, puis bon, c'est pas bien de montrer les gens, c'est pas. Mais l'idée, c'est juste de se dire aujourd'hui. Les parents qui mettent en place une activité rémunératrice qui peut être liée via un contrat de travail, on considère ça comme un travail comme un autre, mais on protège aussi la vulnérabilité des enfants parce que les enfants, ils ont besoin de courir, de sortir, d'aller à l'école et d'avoir d'autres activités. Et cette chaîne que tu citais tout à l'heure, on était arrivé à des trucs de dingue quand même. 37 vidéos par mois de 20 minutes. Toi qui es dans le domaine, tu sais combien ça te demande comme boulot. Et donc, on pouvait en déduire que ces enfants n'avaient quasiment plus de vie. Et d'autres parents ont sorti une marque de jouets, par exemple. Et on nous répondait que c'était une activité de loisir. Une activité de loisir qui est rémunérée, c'est plus un loisir. Qu'est-ce que tu en penses si on en revient à la question de doit-on interdire les enfants influenceurs? C'est un cadre très large, mais sur la question de la régulation de ce qui doit être fait, est-ce que tu penses que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant? Quel regard est-ce que tu portes sur ça? C'est vrai que d'abord, il faut aller un peu plus loin par rapport au premier décret d'application qui est sorti, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas définies, effectivement, sur vraiment quelles vont être justement à nouveau les limites, à quel moment la loi s'applique ou pas encore, selon effectivement si le rythme de publication, l'argent qui est gagné. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas aboutie, je trouve, et ça n'a pas été le cas dans les discussions qu'on a pu avoir au moment de rédiger la loi, c'est que les plateformes ne sont pas, à mon sens, suffisamment impliquées là-dedans, parce qu'en réalité, alors pour citer YouTube, parce que c'est quand même la plateforme essentielle,
elle pourrait avoir des moyens d'accompagner cette surveillance, je dirais, de repérer en tout cas les chaînes qui peuvent poser problème, celles qui sont effectivement un peu masquées, mais qui publient beaucoup de vidéos d'enfants et sur lesquelles surtout il y a une grosse rémunération parce que la plateforme, en l'occurrence si on cite YouTube, participe à rémunérer ces chaînes. Donc elle sait parfaitement les chaînes qui sont très bien rémunérées, donc qui ont beaucoup d'audience, qui publient souvent et avec des enfants. Et c'est vrai que pour l'instant, elles n'ont pas été très participatives. Elles n'ont pas voulu vraiment participer et ça faciliterait grandement les choses si elles avaient cette responsabilité elles-mêmes de participer. Donc ça, et ça a été un peu de haute lutte de les embarquer là-dedans. Pour l'instant, elles ont un peu résisté, mais je pense que ça serait un bon point d'y aller. Voilà, interdire, c'est jamais la bonne façon. Encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner, de prendre conscience aux gens des risques, de cadrer. Évidemment, en revanche, on va interdire, oui, si ça nuit à la scolarité de l'enfant, à son épanouissement. C'est pour ça qu'il y a la visite médicale, que effectivement les agréments peuvent être retirés, que la commission qui les donne, elle est composée de médecins, de juges des enfants, de représentants de l'éducation nationale, pour qu'il y ait vraiment effectivement tout ce dont a besoin l'enfant qui soit sécurisé, pour lui permettre de faire ça en plus, mais pas à la place de choses dont on considère que c'est vital pour un être humain, tout simplement pour grandir et s'épanouir. Donc voilà, ce cadre-là, il était quand même important à rappeler. Hein. On aurait pu en fait ne pas le faire si les gens avaient un peu de bon sens, mais parfois on est obligé de préciser dans les détails que ça s'applique aussi à ça. Il y a aussi toute l'activité, on ne parle pas, mais des joueurs de jeux vidéo et le e-sport, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui va se multiplier beaucoup en France, parce qu'on est très en retard sur d'autres pays sur cette activité-là, qui est très tentant et qui fait partie de ça. C'est vrai que quand on pense à influenceur, on pense forcément à cette activité-là. Et ça, il y a aussi cette zone-là, parce qu'on sait que ça peut être très chronophage. Donc voilà, puis il y avait un risque qu'on a évoqué, mais pas forcément, c'est vraiment ce risque de violence en ligne, de cyberharcèlement. Et c'est vrai que quand même exposer ses enfants, ça peut les exposer à ça. Et puis il y a la question que je voulais te poser, je voulais te demander, est-ce que ta fille, elle a 7 ans, mais est-ce que si dans 4 ans, elle te dit stop, maman, là, moi. On arrête, bien évidemment. La question est je veux plus d'images de moi, etc. Est-ce que tu t'y as pensé, tu as préparé? Parce que c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Son corps va changer, son visage, elle va s'aimer, elle ne va pas s'aimer, enfin peu importe. Mais c'est même pas sûr que je sois encore sur les réseaux. Et elle n'aura peut-être pas envie, effectivement, tu vois. Et je pense que c'est ce passage-là qui pose vraiment question et qu'il faut peut-être. Tu as déjà posé la question de justement si un jour aussi demain, oui, mais tu sais, on en parle souvent avec mon mari, on est très conscient qu'il n'y a pas forcément de recul. Après, nous, on fait des choses comme on disait tout à l'heure, de façon très cadrée. On est d'accord tous les deux, tu vois, c'est des choix éducatifs qu'on fait de toute manière. Et si même demain, elle me dit on arrête, on ne la verra plus. Hein. Moi, j'ai déjà fait appel à une société pour faire disparaître mes données sur Internet parce qu'à un moment donné, j'avais eu un souci. Écoute, je ferai exactement la même chose pour ma fille, mais alors vraiment... Et ça a fonctionné? Ouais. Ah bah t'as de la chance. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que c'était déjà bien verrouillé de mon côté. En fait, c'est une jamais. C'est la question du droit à l'oubli, du fait de vouloir supprimer des contenus. Après, voilà, il faut du temps pour faire ce droit à l'oubli. Hein, Est-ce que c'est vraiment jouable, selon vous, ce droit à l'oubli? Toi, dans ton cas, ça aujourd'hui, il est prévu légalement par des textes européens, ce qu'on appelle maintenant le droit à l'effacement. Donc de supprimer typiquement des résultats sur Google ou autre de contenu. Comme tu sais, on ne supprime pas. On déréférence. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus le retrouver à travers le moteur de recherche. Après, on peut demander à l'endroit qui héberge le site, etc., de supprimer, mais ils ne sont pas obligés de le faire. C'est des moteurs de recherche qui sont vraiment liés par ça. Et puis, comme on le sait, la viralité fait effectivement que les contenus, ils sont partout, tout le temps, republiés. Donc, le droit à l'oubli, comme droit, il existe, mais comme réalité concrète. On peut beaucoup mieux faire, clairement. Et on sent que les textes ont du mal à être mais voilà, après, je veux rebondir encore une fois. Attention, il n'y a pas que les enfants d'influenceurs. Moi, j'ai vraiment plus peur, tu vois, des parents qui ne savent pas et qui vont publier tout et n'importe quoi sans savoir que c'est complètement public. Parce que si tu sais pas que tu peux avoir un profil public, un profil privé, en fait, tu vas diffuser des images de tes enfants, peut-être nus dans le bain, parce que c'est la petite vidéo pour papa qui est à l'autre bout du monde en mission, je ne sais pas quoi. Et en fait, tu as n'importe qui peut la regarder. Et je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Enfin, vraiment... le maître mot là, et je pense que vous faites un super boulot. Moi, je vous ai déjà vu sur un événement avec Google. Et vous faites un super boulot d'éducation par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment... je ne sais pas vraiment ce que vous faites. C'est justement l'occasion de faire des rencontres et d'échanger sur ces sujets-là. Et justement, une autre question, quand on parle de parents et d'enfants qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, moi, je vois de plus en plus des parents qui, certes, affichent le fait qu'il y a une naissance, affichent le fait que leur enfant grandit, mais qui l'affichent en cachant le visage de leur enfant. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui le font, notamment dès qu'ils ont un enfant, sûrement par crainte que l'enfant, dès qu'il se retrouve à l'école, ne se retrouve pas comme ça sous le feu des projecteurs. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Est-ce que tu t'es dit dès le début, non, en fait, mes enfants, je vais les montrer avec leur visage et tout ça? Ou est-ce que c'est une question que tu t'es posée de te dire, je peux peut-être montrer qu'ils sont présents sans montrer leur visage pour préserver cette forme d'anonymat? En fait, si tu veux,
vraiment, il faut comprendre comment j'ai commencé. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Tu vois, je me suis pas lancée dans un truc comme ça. Il y a des gens qui m'ont regardé. Je me suis trouvé un hobby, tu vois, une activité qui me plaisait. Parce que je faisais déjà des vidéos pour les anniversaires, les mariages des copains. Je faisais déjà de la photo. Enfin, je suis issue des beaux-arts. Donc, c'était vraiment mon univers, ma passion. Et si c'était à refaire aujourd'hui, si tu lançais aujourd'hui une chaîne YouTube, je le referais. en affichant leur visage? Oui. Ouais. Mais après, voilà, avec mon cadre. Tu vois, on parlait de bon sens tout à l'heure. Il y a un bon sens à avoir quand t'es parent. Tu peux pas te dire, je vais faire une chaîne qui va tourner autour de mon enfant parce que clairement, ça peut pas être une bonne chose. C'est pas sain, en fait, de se dire ma chaîne elle tourne autour de mon enfant, je vais faire travailler mon enfant, même si c'est le parent qui va gérer le montage, les scripts et tout ça. Tu peux pas te dire je vais faire bosser mon enfant et gagner de l'argent parce que je fais travailler mon enfant. Thomas, C'était un peu l'objectif de la démarche, c'est-à-dire de s'occuper un peu plutôt de ces personnes-là, même si aujourd'hui, pour être complètement transparent avec toi, il y a un autre décret qui est en préparation et qui concernera un peu plus ta situation, mais avec une limitation un peu moindre, et puisqu'il n'y a pas de contrat de travail, etc. Donc, il y aura vraisemblablement des obligations un petit peu plus contraignantes. Nous, on a des contrats de travail pour Oui, les enfants. oui, voilà. Déjà. Mais toi, tu es un petit peu à part. C'est Mais ça. par rapport au... Toi, t'es quand même le très bon exemple, toi. Mais Donc, en fait, attends, on peut pas. tu sais que le vrai problème vient pas forcément des influenceurs. Hein. Il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas jouer le jeu, qui refusent de faire des contrats enfants. Moi, ça m'est arrivé de prendre sur mon cachet pour payer un contrat à mon enfant parce que je trouvais que c'était pertinent et parce que c'était hors de question de faire travailler mes enfants sans les rémunérer. et question très simple de quelqu'un justement qui n'a pas d'enfant et qui du coup ne fait pas face à ce genre de contrat. On comprend qu'il y a un cachet pour l'enfant, etc. Mais comment ça se décide, pour dire les choses très concrètement? On a un budget, j'ai n'importe quoi, de 1 000 € pour un partenariat. Comment on sait quel montant va à qui et comment ça se détermine? C'est en amont, en fait, si tu veux. Il y a une enveloppe. De toute façon, il y a des prix pour les contrats des enfants. C'est fixé. Tu peux pas aller en dessous. Tu peux aller au-dessus, je crois, mais tu peux pas aller en dessous. Okay. Moi, je Donc, les connais. minimum, Je les connais pas bien. Je retiens pas. Après, il y a un gros travail aussi à faire avec justement les agences, les agents. Qu'on a aussi auditionné, etc., dans le cadre du décret, parce qu'il y a un vrai boulot de sensibilisation générale de l'ensemble de la profession. C'est déjà un peu en cours pour les adultes, hein. Il y a des chartes éthiques sur l'influence qui sont déjà mises en place, etc. Mais pour les enfants, c'est vraiment ce qui manquait. Et il y a un vrai boulot à sensibiliser tout le monde. Et on espère que cette loi va permettre un peu d'aller dans ce sens-là. Pour terminer peut-être sur la discussion, là on a vu forcément un certain nombre des problèmes, des questions que ça pose, et au-delà sur ta chaîne, juste de façon générale, sur la question des enfants influenceurs, on voit qu'il y a plein de cadres différents. On a vu tous ces problèmes-là, si on pouvait terminer avec une note peut-être plus positive pour voir des éléments qui sont plus intéressants sur ces enfants influenceurs qui peuvent émerger. Dans le cas où c'est bien géré, bien régulé, via tout ce qu'on a pu évoquer en ce moment, qu'est-ce que ça peut permettre selon vous? Est-ce que vous avez vu des bénéfices? Alors, forcément, tu vas avoir des retours que tu vas pouvoir évoquer. Peut-être pour commencer par vous, pour commencer. Effectivement, quand c'est bien fait, ça a des bénéfices d'abord créatifs. On le sait que c'est un lieu d'expression, de création. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants chez qui ça va faire résonance avec vraiment des talents qu'ils ont et qui vont pouvoir mettre en avant, travailler, améliorer. Donc, ça, c'est toujours positif. C'est un espace de créativité. Si c'est juste géré comme ça et que, puisque c'est ça le critère, ça reste un loisir, comme tout loisir, effectivement, ça permet d'exprimer d'autres choses qui, effectivement, ne sont pas forcément très mis en avant à l'école ou dans d'autres sphères. Donc ça, c'est super. Ça narcissise aussi, et c'est important quand on grandit de se narcissiser. Donc, c'est vrai quand ça se passe bien, un peu, pas trop. C'est aussi très, très, très bénéfique. Donc, bien évidemment que ça a aussi de la valeur ajoutée. Sinon, je crois qu'on n'en parlerait même pas. Voilà, c'est juste de le faire dans un cadre d'un enfant, d'un être qui est en train de se construire. Voilà, c'est ça qu'il faut. Thomas, là-dessus? Oui, on voit émerger, depuis longtemps déjà, on voit même des enfants qui sont hyper doués, qui font des vidéos en stop motion avec leur Playmobil, etc. Ça a été un peu mon cas. Je les postais pas sur YouTube, voilà. mais il y a eu qui sont des vrais petits bijoux créatifs en tant que tels. Et ça, c'est absolument génial en termes de valorisation de la créativité, l'utilisation d'outils, de se poser la question de comment on va scénariser, où est-ce qu'on va... Donc ça, c'est vraiment super. Après, voilà, c'est toute la question de limiter, réguler et mettre le cadre éducatif que tu évoques et que visiblement tu fais très bien. Rebecca, là-dessus? Alors moi, je peux te parler de ma grande plus que de ma plus petite, parce que 2 ans, c'est un petit peu tôt. Mais c'est vrai qu'Eliora, elle en a clairement besoin. C'est qu'aujourd'hui, elle me demande de tourner certaines vidéos parce qu'elle a l'idée. Après, je vais pas forcément les poster, tu vois, elles sont dans mes appareils. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. C'est que même si elle fait des vidéos, elle va les faire pour elle. Là, tu vois, tout à l'heure...
elle avait envie de faire un cadeau à sa copine chez qui elle va ce week-end pour son anniversaire. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux me filmer comme ça? Après, je pourrais montrer à ma copine comment j'ai fait, mais pas avant qu'elle ait sa surprise. Et après, les bénéfices aussi, ils sont pour la communauté. Moi, ça me fait hyper plaisir quand j'ai une maman ou même une jeune fille qui revient vers moi et qui me dit merci de m'avoir donné cette info. Ça peut être un truc tout bête, hein, tu vois. Rien à voir avec la famille, mais j'ai passé mon permis cet été avec mon compte CPF. Et là, je te promets que en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais trop bien, j'avais pas les moyens, j'ai pas pensé, je savais pas, et je vais pouvoir passer mon permis et ça va changer ma vie de maman au quotidien. Là, je parle beaucoup du HPI, du TDAH et tout ça, qui sont des sujets sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Et du coup, il y a des parents que ça sort vraiment, tu vois, ça leur sort une épine du pied. Et moi, c'est cette partie-là que je veux retenir. Ouais. Très bien. Pour terminer, juste une dernière question sur ce sujet-là. Thomas, tu as travaillé à formuler la proposition de loi sur l'encadrement justement des pratiques numériques des jeunes. C'était assez récemment. Tu le disais, il y aura potentiellement d'autres choses qui vont venir dans les prochains mois sur ce sujet-là. Oui, et puis oui, il y a un décret donc, qui va plutôt venir encadrer ce qui sort des contrats de travail, en fait. Donc, un peu l'influence un peu plus difficilement décelable, en fait. Enfin, en tout cas, les contrats et les partenariats. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que la France est un peu pionnière en la matière, donc on essuie un peu les plâtres. Donc on travaille avec l'administration là-dessus. Le décret devrait sortir dans les semaines qui viennent. Je les ai appelés justement pour avoir l'info juste avant de venir. C'est une exclue qu'on a ce soir. Et puis après, il faut continuer aussi, et c'est notre rôle d'association, de continuer à aussi surveiller les évolutions, etc. et d'éviter qu'il y ait trop de dérapage, parce qu'une fois encore, un enfant, c'est un être fragile en construction et qui a besoin de la présence de ses parents et plutôt une présence bienveillante. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence ce soir sur ce sujet-là.